bonjour et bienvenue sur France 24. Après 1139 jours de détention, Pierre Legrand, Daniel Larry, Thierry Doll et Marc Ferré sont donc de retour en France. L'avion présidentiel qui les ramenait chez eux s'est posé à la mi-journée sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Les 4 ex-otages ont été accueillis par François Hollande et par leurs proches. Le récit d'abord de cette matinée d'émotion avec nos confrères de France 2. 11h45, le Falcon blanc de la République vient de se poser à Villacoublay. Et un peu moins de 24 heures donc après l'annonce de leur libération, on en sait désormais un peu plus sur les conditions dans lesquelles les 4 hommes ont retrouvé la liberté. On retrouve tout de suite notre correspondant à Bamako, Serge Daniel, Bamako au Mali. Serge, quelles sont les informations dont on dispose à cette heure sur le scénario de cette libération ? Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est une libération qui s'est déroulée sans intervention militaire. Il n'y a pas eu d'assaut, mais les discussions transversales ont produit des résultats. Les médiateurs, vous le savez, sont partis du Niger. Comme le disent depuis ce matin nos confrères du quotidien Le Monde, qu'il y a bien eu un versement d'une rançon pour la libération de ces otages. Ah oui, tout à fait. Il y a eu paiement de rançon pour la libération de ces otages-là. Depuis hier, on parlait d'une rançon d'environ 20 millions d'euros. Et ce matin, une source proche de la médiation n'a pas hésité à dire c'est entre, disons, 20 et 25 millions d'euros. Au début, les ravisseurs avaient demandé 100 millions d'euros, mais ça, c'était avant l'intervention française. Ils avaient demandé 100 millions d'euros. Après l'intervention française, les pistes se sont brouillées un moment. Beaucoup. Serge, sur ce plateau avec moi, Gauthier Ribinski. Bonjour, Gauthier. Bonjour, on en parlait à l'instant avec Serge Daniel de cette rançon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Élysée, comme le disait Serge à l'instant, a un dément tout versement d'une rançon. Serge et nos confrères du Monde parlent de 20 à 25 millions d'euros. Si cette rançon a bien été versée, comment expliquer qu'on ait mis 3 ans à le faire ? Alors, d'abord, de par l'énormité de la somme réclamée au départ. Justement, Serge Daniel le disait, 100 millions étaient réclamés au départ. Probablement que les... Au sein d'AQMI, elle a changé ces derniers mois. Comment et est-ce que ça a pu jouer un rôle dans cette libération ? Alors, il y a 2 choses qui ont changé. D'abord, la frappe. La gifle qu'ont prise un certain nombre d'organisations djihadistes affiliées appartenant à AQMI lors de l'opération Serval, donc menée par l'armée française au Mali. Plus l'opération d'envergure qui date du 20 octobre, toute récente, qui a été aussi assez meurtrière pour ces organisations-là. Et puis, il y a un deuxième élément qui a été capital, notamment pour l'émir. Conséquence dans la recherche de ces otages au début de cette année, on a un peu moins parlé de l'opération lancée très récemment dans le nord du Mali. Est-ce qu'elle a pu jouer un rôle ? Est-ce qu'elle a pu accélérer les choses selon vous ? Alors il faut voir qu'il y a différents groupes. Ces groupes peuvent devenir des alliés de circonstances, peuvent changer de label ou d'étiquette au gré des circonstances. Ce que Serval a réussi à accomplir, effectivement, c'est de chasser, en tout cas temporairement, les groupes les plus visibles, les plus importants et en tout cas... Merci beaucoup Alexandre Vautrever pour votre analyse sur notre antenne. Pierre Legrand, Daniel Larry, Thierry Doll et Marc Ferré sont donc libres, mais officiellement, il reste encore 7 otages français en détention, 3 en Afrique, 4 en Syrie. François Hollande a assuré aujourd'hui qu'il ne les oubliait pas. Philomène Rémy. Pour les 4 otages français enlevés au Niger il y a plus de 3 ans, c'est enfin la libération. Un soulagement général, même si très vite... Une explosion qui a fait 5 morts. On retrouve Baptiste Falvoz à Pékin. Bonjour Baptiste. La police chinoise dit avoir interpellé 5 suspects et pour la première fois, elle affirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Oui, pour la première fois en ce qui concerne une attaque à Pékin, dans la capitale chinoise. En revanche, le gouvernement chinois est coutumier du fait lorsqu'il s'agit d'incidents au Tibet ou dans la province du Xinjiang. Alors, le Xinjiang, justement, c'est de là que viennent visiblement donc les suspects. D'abord, les 3 personnes qui étaient à la... Scandale, la NSA. Il a affirmé hier sous serment que les données sensibles dont disposaient ses services avaient été fournies par les renseignements européens eux-mêmes. Explication tout de suite.
Coup de théâtre à Washington. Les services secrets américains ont décidé de riposter. Le patron de la NSA l'affirme. Non seulement les États-Unis n'ont pas intercepté les communications des citoyens européens, mais ce sont les agences européennes qui lui ont fourni ces données. Les affirmations du journal. À présent, les autorités ont arrêté la nuit dernière l'un des derniers dirigeants des Frères musulmans encore en liberté. Il s'appelle Essam El Riane. Il était jusque-là vice-président du parti Liberté et Justice. Axel May. Un sourire presque narquois sur ces photos prises après son arrestation. Essam El Riane était le vice-président du Parti de la Liberté et de la Justice, le bras politique des Frères musulmans. Il a été capturé dans un quartier situé à l'est du Caire où il vivait caché. Les européennes disent-elles toute la vérité sur l'affaire des écoutes qui empoisonnent leur relation avec Washington? Non, à en croire le patron de l'agence de sécurité nationale au cœur du scandale, la NSA. Il a affirmé hier sous serment que les données sensibles dont disposaient ses services et qui sont au cœur du scandale dont on parle avaient été fournies par les renseignements européens eux-mêmes. Explication. Coup de théâtre à Washington. Les services secrets américains ont décidé de riposter. Le patron de la NSA l'affirme. Non seulement les États-Unis n'ont pas intercepté les communications des citoyens européens, mais ce sont les agences européennes qui lui ont fourni ces données. Les affirmations du journal Le Monde en France, d'El Mundo en Espagne. L'actualité, restez avec nous, l'info continue sur France 24. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, l'entretien de France 24 nous ramène en Libye, 2 ans, presque jour pour jour, après la mort de Mouammar Kadhafi. Nous en parlerons aujourd'hui avec Roumiana Ugarchinska, qui signe un ouvrage remarqué pour la peau de Kadhafi. Madame Ugarchinska, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça avait été enlevé sur un site minier d'uranium d'Areva à Arlit, au Niger. C'était le 16 septembre 2010. Ce matin, à Paris, les salariés du groupe ont évidemment suivi avec beaucoup d'émotion le retour de leurs collègues en France. Regardez. Des applaudissements, des sourires et beaucoup d'émotions. Réunis dans le hall, les salariés d'Areva regardent le retour de leur collègue Daniel Larib sur le sol français. Oui, bonsoir Aude, bonsoir à tous. C'est l'image du jour, évidemment, en France, celle de ces 4 hommes qui retrouvent la liberté après plus de 3 ans de détention. Les ex-otages d'Arlit sont arrivés à Paris à la mi-journée, accueillis par François Hollande. Ils ont retrouvé leurs proches et ils sont toujours à l'hôpital du Val-de-Grâce pour y subir des examens médicaux avant un premier temps d'intimité dans la soirée. L'attrait touristique côte est de la Tunisie touchée par un attentat suicide ce mercredi. Il n'y a pas de victimes mais le symbole. Voilà pour les titres, bonjour et bienvenue sur France 24. Après 1139 jours de détention, Pierre Legrand, Daniel Larib, Thierry Doll et Marc Ferré sont donc bien de retour en France. Le Falcon de la République française qui les ramenait chez eux s'est posé à la mi-journée sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay. Les 4 ex-otages y ont été accueillis par François Hollande, mais surtout par leurs proches. Le récit de cette journée d'émotion avec Natalia Gallois. La porte du Falcon. 4 hommes qui n'ont donc pas souhaité s'exprimer. Pour le moment, visiblement affaiblis, mais en bonne santé. Après ces 3 ans de détention, ils sont toujours à 7 heures à l'hôpital du Val-de-Grâce, à Paris, avant les premiers moments d'intimité avec leurs proches ce soir dans un hôtel de la capitale. Comment se reconstruire après ces 3 ans de détention? C'est la question qui se pose toujours dans ce genre d'affaires. Écoutez, Louis Croc, il est médecin psychiatre de l'armée. On a vu ces gens-là sont silencieux pour le moment. Ils sont soi-disant en bonne santé, mais quand même... Les conditions dans lesquelles les 4 hommes ont retrouvé la liberté, il n'y a pas eu d'opération militaire, mais des mois de négociations. Une négociation qui aurait abouti, selon nos confrères du Monde et notre correspondant à Bamako, au versement d'une rançon. On parle de 20 à 25 millions d'euros. Philomène Rémy. C'est l'homme qui aurait permis la libération des otages.
À en croire les autorités françaises, les réseaux activés par Mahamadou Issoufou ont permis de retrouver la piste des preneurs d'otages et d'engager des négociations. Ça fait plusieurs mois qu'on... Sur ces questions qui se posent 24 heures après l'annonce de la libération des 4 ex-otages français, ça sera le sujet du débat juste après ce journal. On en vient à cet attentat en Tunisie. Un kamikaze s'est fait exploser ce mercredi sur une plage de Sousse, une station balnéaire au sud de Tunis, sur la côte est du pays, très touristique. Il n'y a pas de victimes, mais le symbole frappé est très fort. Clovis Casali. Les secouristes et forces de sécurité déplacent le corps du kamikaze qui s'est fait exploser sur la plage de Sousse. Les retenir à cette heure de l'actualité tout de suite. C'est le débat avec vous, Aude Le Christ, le débat consacré ce soir évidemment à ce dénouement heureux pour les anciens otages d'Arlit. Merci Pauline, bienvenue dans le débat, un débat dans lequel, je vous le rappelle, vous pouvez interagir grâce aux réseaux sociaux. Alors ce soir, Marc Ferré, Pierre Legrand, Daniel Larive, Thierry Dols sont à Paris avec leurs proches, enlevés au Niger, récupérés à l'extrême nord-ouest du Mali, près des frontières mauritaniennes et algériennes. Les